Merci beaucoup. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais aller assez rapidement sur la première partie de ma présentation pour après passer sur le versant minimal invasif. Simplement pour rappeler que cette classification de Sievert qui date de 1987 avait pour avantage pour les chirurgiens de les orienter dans leurs gestes thérapeutiques. Et effectivement, si on s'en tient à Sievert 1987, tout ce qui était type 1 relevé d'une chirurgie plutôt de type œsophagienne, tout ce qui était de type 2 et 3 relevait plutôt d'une chirurgie gastrique avec gastrectomie totale. On est en 1987. La même équipe a publié 20 ans plus tard sa série, quand même 1600 patients, c'est pas négligeable, et surtout a publié la répartition de l'envahissement ganglionnaire en fonction des trois types de Sievert, 1 et 3. Vous avez bien compris que le 1 et le 3, finalement, n'entraînent pas trop de controverses et qu'on discute beaucoup autour du Sievert 2. Mais si vous voyez dans le Sievert 2, on s'aperçoit assez facilement que les ganglions gastriques distaux, ceux du groupe 5, ceux du groupe 6, ceux du groupe 4D, sont finalement extrêmement peu envahis, que dans le Sievert 1, évidemment, on a beaucoup plus d'extension ganglionnaire dans le médiastin inférieur et moyen, et que bien entendu sur les Sievert 3, on se retrouve dans une atmosphère de cancer gastrique. Plus récemment, et venant des Japonais, ils ont quand même, excusez-moi du peu, en 4 ans, 4800 patients opérés d'un cancer Sievert 2, et là-dessus, donc, ils ont extrait les Sievert 2 qui ont eu une gastrectomie totale avec une œsophagectomie distale, toutes des résections R0, et ils ont fait le relevé de l'envahissement ganglionnaire. Et vous voyez qu'encore une fois, les groupes ganglionnaires 4 distaux, c'est-à-dire 4 qui sont sur la grande courbure gastrique, 5 et 6 qui sont sur ces sous-pyloriques, finalement sont très peu envahis, alors que les ganglions paracardiaques et les ganglions au niveau de la coronaire de la gastrique gauche sont le plus souvent envahis. Donc ils remettaient en question l'intérêt d'enlever la totalité de l'estomac pour des gens qui avaient un Sievert 2. Je continue la présentation avec des publications beaucoup plus récentes qui montrent que quand même l'envahissement médiastinal, il n'est pas négligeable au niveau du médiastin inférieur, entre 7 et 23%, et qu'il sera d'autant plus important que la tumeur remonte à peu plus de 2,5 cm au niveau du cardia anatomique. Alors tout ceci, bien entendu, nous fait un peu perdre le débat, mais cette classification TNM, qui est la dernière qui soit sortie, finalement rectifie les donnes. Comme on vous l'a rappelé, la place de l'endoscopie interventionnelle est extrêmement limitée. Elle se résume uniquement à des tumeurs qui sont in situ ou très superficielles, c'est-à-dire les T1A. À partir du stade T1B, on passe dans le domaine de la résection chirurgicale. Ce qui est intéressant sur la classification dernière, c'est que pourquoi cette classification chirurgicale après le stade T1B? Parce que vous voyez que le risque d'extension ganglionnaire, il est de 30 à 60% des cas, alors qu'il est inférieur à 4% dans le T1A. Et puis ce qui est intéressant pour les chirurgiens, c'est qu'il n'est plus considéré qu'un ganglion cœliaque ou cervical est une métastase. Et donc on peut retenir l'indication opératoire, même en présence de ganglions positifs ou supposés positifs sur le scanner, parce qu'il y a un macroganglion en position cœliaque et en position cervicale. Seuls sont considérés comme des métastases, c'est-à-dire une tertialisation de la maladie, sur les ganglions rétropéritonéaux et le classique ganglion susclaviculaire. Autre intérêt de cette classification TNM, on vous a rappelé le Nishi, qui est la nouvelle moudure du Sievert. Eh bien, à mon avis, elle clôt le débat. Sont considérés, c'est la traduction du texte en anglais, comme cancer de l'œsophage, les tumeurs dont l'épicentre se situe dans les 2 cm de la jonction œsogastrique et qui s'étendent vers l'œsophage. Donc là-dedans, vous regroupez les Sievert 1 et les Sievert 2. Et on n'en parle plus. Sont considérés comme cancer gastrique les tumeurs dont l'épicentre se situe à plus de 2 cm et qui ne s'étendent pas vers l'œsophage. Et là, on est en Sievert 3. Et ça commence à clarifier un petit peu la situation pour les chirurgiens, je trouve. Alors, je passe sur le traitement néoadjuvant, ça a été débattu. Je passe sur les principes carcinologiques, ça a été également précisé. On respecte la marge proximale et distale. On essaye d'obtenir une résection R0 avec des marges circonférentielles qui sont négatives et puis un nombre de ganglions qui doit être adapté en fonction du geste opératoire.
Je rappelle quand même la standardisation de ces curages ganglionnaires. Le curage abdominal, vous savez qu'il a été très bien décrit par l'école japonaise sur le cancer gastrique, et le D1 qui était les ganglions périgastriques, finalement, le standard maintenant, c'est les curages D1+, le faux D2, qui emporte en plus des ganglions périgastriques, les ganglions le long de l'artère hépatique et qui remontent jusqu'au ganglion du pédicule hépatique dans son bord gauche. Et de l'autre côté, on va emporter les ganglions proximaux sur l'artère splénique. Et il n'y a pas, comme on vous l'a signalé, de splénectomie de principe pour emporter le curage du ganglion 10. Au niveau thoracique, soit on fera un curage standard, c'est-à-dire du médiastin inférieur et moyen, soit étendu si on remonte en latérotrachéal droit, soit complet si on fait un curage bilatéral. Alors maintenant, peut-être un tout petit peu différent par rapport à la présentation, le Sievert 1 et 2, bon nombre de chirurgiens assimilent ces deux entités sur un même type de chirurgie, c'est-à-dire c'est une œsogastrectomie polaire supérieure, avec le curage ganglionnaire abdominal qui est marqué ici, le curage qui doit porter sur les ganglions du médiastin inférieur et moyen, au moins dans la région sous-carinaire, qui doit être enlevé. Et actuellement, il y a une discussion de savoir s'il faut étendre le curage au moins de la région latérotrachéale droite, c'est-à-dire sur le récurrent droit. Je ne peux pas aujourd'hui vous répondre à la question, mais c'est en cours d'évaluation. La question, on l'a soulevée sur la communication précédente, voie transthoracique, voie transsciatale. On vous a donné les bénéfices de l'un et les bénéfices de l'autre. Évidemment, la voie transthoracique qui permet une voie d'abord beaucoup plus anatomique et beaucoup plus extensive, eh bien, expose au risque de l'anastomose intrathoracique, et la voie transsciatale probablement minimise la qualité du curage abdominal, fait porter l'anastomose très haut, augmente les paralysies récurrentielles et le risque de fistule anastomotique. Alors, c'est vieux, ça date de 2007, mais il y a tellement peu d'essais randomisés que ça mérite quand même d'être signalé. Donc c'était 2007, il y avait une vraie randomisation sur la voie transthoracique versus la voie transsciatale. Donc au départ, ces deux groupes qui regroupaient les Sievert 1 et 2, de façon globale, que l'on fasse une résection par voie transsciatale ou transthoracique, il n'y avait pas de différence de survie à 5 ans. Et en particulier, il n'y avait pas de différence de survie sur les Sievert 2. Mais quand on s'intéresse au Sievert 1, c'est-à-dire la version œsophagienne de cette jonction œsogastrique, il sortait quand même une amélioration de survie quand les patients étaient opérés par une double voie d'abord et une voie d'abord transthoracique, avec 51% de survie à 5 ans versus 37% pour ceux qui avaient une voie transsciatale. Et dans ce groupe de patients, lesquels bénéficient de cette voie transthoracique, eh bien, certainement pas les patients qui sont très fortement métastatiques ganglionnaires. S'il y a plus de 8 ganglions positifs sur votre pièce opératoire, que vous les opérez par voie transsciatale ou par transthoracique, il y a 0% de survie à 5 ans. Donc aucun bénéfice. Ceux qui avaient aucun ganglion positif, par chance, sur votre curage, eh bien là aussi, il n'y avait pas de différence de survie sur ces deux voies. Mais on peut imaginer que la maladie était un peu moins agressive et que finalement, on était dans le meilleur cas de figure. Et donc ceux qui tirent bénéfice quand même à la voie transthoracique, eh bien c'est ceux qui vont avoir une extension ganglionnaire relativement limitée, entre 1 et 8 ganglions positifs sur l'ensemble de votre curage, où il y avait, là encore, une différence très nettement significative de survie à 5 ans pour les voies transthoraciques. Donc, je reviens en arrière. Alors maintenant que, vous avez compris que j'étais plutôt favorable à la voie transthoracique, maintenant dans la vision minimale invasive de l'affaire, eh bien, il y a un premier essai français, Cocorico, qui a très bien montré, c'est un essai randomisé, pour des patients donc, qui ont un cancer, un adénocarcinome du tiers inférieur ou de la jonction œsogastrique, avec une randomisation, un premier groupe qui a eu une mobilisation, un tas abdominal par laparoscopie avec tube gastrique par laparoscopie, puis une thoracotomie droite, et le deuxième groupe a eu une laparotomie, puis une thoracotomie droite. Eh bien, vous voyez que cet essai a montré de façon significative que les patients qui bénéficiaient déjà d'une approche par laparoscopie abdominale avaient une morbidité significativement inférieure, et en particulier avaient moins de complications respiratoires.
Et cet essai a été republié dans le New England en 2019 pour évaluer la survie de ces patients. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune perte de chance pour les patients en termes de survie. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la survie globale à 3 ans ou à la survie sans récidive à 3 ans, survie identique. Donc déjà cet essai, ça enfonce le clou que l'on connaissait déjà, c'est qu'au moins, faites le temps abdominal de mobilisation, de curage abdominal et de construction de votre tube gastrique par la laparoscopie, déjà le patient va en bénéficier. Alors la deuxième question qui se pose, bien entendu, c'est est-ce qu'on peut aussi faire la thoracoscopie pour augmenter le full laparoscopie? Donc il n'y a pas beaucoup d'essais dans la littérature. Celui-ci, c'est le TIME Trial. C'est 5 centres qui se sont intéressés donc à des adénocarcinomes du tiers inférieur et de la jonction, mais également des épidermoïdes. Et le critère principal était la survie à 3 ans sans récidive. Donc les groupes sont un peu plus mélangés, c'est-à-dire vous avez le groupe en randomisation de chirurgie ouverte. Donc le patient pouvait avoir laparotomie, thoracotomie droite, mais également laparotomie, thoracotomie, cervicotomie. Tout ça, c'était la chirurgie conventionnelle. Et ensuite, dans le groupe minimal invasif, soit vous aviez laparoscopie, thoracoscopie et cervicotomie si vous faites l'anastomose au cou, ou laparoscopie et thoracoscopie. Et donc, bon, ce n'est pas des groupes qui sont extraordinaires, mais ça a été publié 4 fois. Il montre là encore que les patients qui ont bénéficié également de la thoracoscopie avaient moins de complications respiratoires, temps opératoire un peu plus allongé, pas de perte sanguine, identique, et puis surtout, la survie à 3 ans sans récidive, qui était le critère principal, était comparable entre les deux groupes. Alors, c'est un essai qui n'est pas important en nombre, mais qui a pris date. Et aujourd'hui, la question qui se pose pour ceux qui pensent que la thoracoscopie est un bienfait pour le patient, c'est comment on fait cette thoracoscopie? Puisqu'en fait, vous avez 2 options pour faire la voie thoracoscopique. Soit le patient, vous le positionnez en décubitus latéral, comme une thoracotomie droite, soit le patient, vous le positionnez en position ventrale, ce qu'on appelle le prone en anglais. C'est une technique qui a été initiée par nos collègues indiens, Panani Velu en particulier, et qui est devenue rapidement assez populaire, je ne vous cache pas, en tout cas pour le temps de l'exérèse. Donc là, vous avez la vision d'un champ opératoire d'œsophagectomie en position ventrale. Ça surprend un peu les anesthésistes au départ, il faut arriver à les convaincre, mais une fois qu'ils ont pris goût, en général, ils ne vous poseront pas de problème. On est dans une situation d'anatomie inversée, c'est-à-dire qu'ici, vous avez l'aorte au-dessus de le rachis, ici, vous avez l'œsophage, et vous ne voyez surtout pas le poumon. Parce que le gros avantage de cette voie d'abord, c'est l'exposition du champ opératoire. Il n'y a pas meilleure exposition du champ opératoire, même qu'en thoracotomie droite, parce que votre patient étant en position ventrale, vous avez, par la gravité même, les 2 poumons qui tombent au bas de votre champ opératoire. Premier intérêt. Donc il n'y a aucune rétraction du poumon à faire, aucune perte de trocar pour rétracter le poumon. Deuxième intérêt, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'on peut ventiler les patients sur les 2 poumons. Il suffit de réduire les volumes de ventilation, en accord avec l'anesthésiste, mais on fait aujourd'hui ces œsophages sans exclusion du poumon droit. Alors certaines équipes se mettent en prône et également excluent le poumon droit, donc là vous avez la cerise sur le gâteau, mais le but c'est quand même d'essayer d'éviter d'exclure le poumon, et donc les patients ventilent sur les 2 poumons, donc tous les phénomènes d'atélectasie, de reventilation, de barotraumatisme sont réduits. On travaille avec une pression qui est relativement faible, on est à 8 de pression d'insufflation, et donc vous voyez que le chirurgien s'occupe de son intervention, il ne s'intéresse jamais au poumon, et vous allez avoir une vision parfaite. Bon, si vous rajoutez là-dessus de la 3D et pour certains même du robot, vraiment vous êtes dans des conditions optimales, et je pense que c'est la voie qui permet de faire aujourd'hui l'exérèse la plus fine possible, en respectant bien sûr les marges que seront le plan du péricarde, que seront bien sûr la bifurcation trachéale, la plèvre gauche, et puis on va pouvoir faire un curage ganglionnaire extrêmement précis. Donc le talon d'Achille, et aujourd'hui je ne peux pas vous donner une réponse ferme et définitive,
c'est que si vous êtes partisan d'une anastomose intrathoracique, ce qui a priori est justifié sur un Sievert 1, parce qu'il n'y a pas une obligation à faire une anastomose au cou sur un Sievert 1, si vous faites une anastomose au-dessus de la crosse de la zygos, au-dessus de la bifurcation trachéale, vous respectez des critères carcinologiques. Et cette anastomose en thoracoscopie voie prone, elle n'est pas très facile. Et donc, on a testé tous les types d'anastomoses. Je ne sais pas si ce bout de film vous le montrera, mais on a testé les anastomoses manuelles, on a testé les anastomoses mécaniques latéro-latérales, on a testé les anastomoses circulaires. Ce n'est pas très facile et peut-être qu'au début de l'expérience, on a augmenté notre risque de fistule post-opératoire. Mais dans le travail qu'on a publié en Surgical cette année qui est sorti, on a montré que sur le plan en tout cas des complications respiratoires, on diminuait significativement les complications respiratoires et que même quand une fistule survenait, finalement la gestion de cette fistule n'a pas entraîné plus de surcomplications. Donc il suffit aujourd'hui qu'on démontre qu'on arrive à faire une anastomose dans de bonnes conditions pour que peut-être ça devienne un jour une technique de référence. En tout cas, en l'absence d'études randomisées, on a des travaux en général de méta-analyse. Là, vous avez 10 publications qui ont recensé 387 thoracoscopies latérales versus 306 en position ventrale. Et donc, ces travaux ont montré encore une fois que la position ventrale diminuait le taux de complications pulmonaires et augmentait la qualité de votre curage ganglionnaire. Donc, vous voyez la fin de l'intervention, la bifurcation trachéale, la pièce opératoire. On peut remonter, bien entendu, plus haut, mais ce n'était pas l'objectif chez ce patient qui va avoir une anastomose intrathoracique. Alors, pour le Sievert 2, nous les considérons aujourd'hui comme une gestion œsophagienne avec œsogastrectomie polaire supérieure. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre, et l'orateur précédent l'a rappelé, de patients qui, du fait d'une comorbidité, on n'a pas trop envie peut-être d'aller faire une anastomose dans le thorax. Et on peut imaginer une espèce de compromis, et en particulier certains auteurs ont montré que lorsque l'extension au niveau de l'œsophage est extrêmement limitée, à 2 cm, on peut à ce moment-là faire une chirurgie plutôt gastrique en faisant une résection œsophagienne qui remonte un peu dans le médiastin. Ça vous permet de faire le curage du médiastin inférieur et à ce moment-là de faire une anastomose œsogéjunale sur une anse en Y. Le Sievert 3, il n'y a pas de nouvelles. Le Sievert 3, c'est un cancer de l'estomac et vous le traitez comme un cancer de l'estomac avec le curage ad hoc, c'est-à-dire le curage D1+ des Européens. On sait 2 choses maintenant qui ont été démontrées. On l'a rappelé, il n'y a pas besoin de faire une splénectomie de principe pour enlever le ganglion du groupe 10 et encore moins, bien sûr, de pancréatectomie gauche. Et on sait très bien qu'il ne faut pas faire non plus de curage interaorticocave. La version minimale invasive, eh bien, on est toujours en attente d'études randomisées qui sont en cours, qui n'ont pas été publiées. Donc on a accès aux méta-analyses qui montrent, quand on compare la gastrectomie totale par laparoscopie versus la gastrectomie totale par chirurgie ouverte, qu'en faveur de la laparoscopie, il y a moins de perte sanguine, un meilleur confort post-opératoire, au final une réduction du temps de séjour. En défaveur, le temps opératoire est un peu plus long au début, je dirais, parce que quand vous commencez à avoir l'équivalence d'un certain nombre de cas, vous réduisez très significativement votre temps opératoire. Et surtout, vous allez pratiquer la même chirurgie cancérologique si vous vous fiez au nombre de ganglions prélevés et aux marges de sécurité. Alors, pourquoi rapidement, pourquoi il faut faire un D1+. Vous savez qu'on s'appuie toujours sur ce fameux Dutch Trial qui avait été publié il y a quelques années, mais qui a été actualisé plein de fois. Ça, c'était une des dernières publications, mais on était à plus de 15 ans de suivi des patients. Évidemment, le curage qui emportait les groupes l'ex-D2, c'est-à-dire où il y avait parfois des pancréatectomies gauche associées, eh bien, il y avait dans ce curage-là plus de mortalité et plus de morbidité, mais s'il n'y avait pas de différence de survie à 15 ans, il y avait quand même un bénéfice sur le taux de récidive locale qui était inférieur quand on faisait un curage un peu plus étendu. Et donc la conclusion, c'était qu'il vaut mieux faire un curage quand même étendu et que dans des équipes qui ont un fort volume, vous pouvez faire ce curage sans enlever la rate et le pancréas, et c'est ce qu'on vous recommande aujourd'hui.
Quant au curage au-delà, c'est-à-dire au curage interaorticocave, donc clairement les Japonais, pourtant qui sont les chefs de file du curage in extenso, ont eux-mêmes reconnu que ces curages interaorticocaves n'amenaient rien en termes de bénéfices de survie aux patients, par contre étaient grevés d'une morbidité non négligeable, en particulier sous forme de diarrhée et de lymphorrhée. Donc je finis, mais sur des conclusions qui vous ont déjà été données. Pour nous, en tout cas en France, je peux vous dire que c'est un cancer qui est en forte progression. On a beaucoup diminué notre chirurgie du carcinome épidermoïde et on augmente un peu plus notre chirurgie de l'adénocarcinome du tiers inférieur de l'œsophage et de la jonction œsogastrique. C'est un cancer de zone. C'est vrai qu'on raisonne en Sievert, mais peut-être qu'aujourd'hui on va raisonner de plus en plus en TNM. Et puis, en tout cas sur ce qui est publié à ce jour, eh bien, l'approche minimale invasive, en tout cas, améliore au moins les complications respiratoires, surtout si vous faites déjà le temps abdominal par la laparoscopie, et que peut-être un jour, on validera que le temps thoracique aussi doit être fait par thoracoscopie. Je vous remercie.